Ce film a été conçu pour vous aider à la compréhension de l'environnement particulier, souvent impressionnant par son côté technique, qu'est un service de réanimation. Le patient est admis en réanimation lorsque son état de santé demande une surveillance rapprochée et continue d'une ou plusieurs fonctions vitales, qu'elles soient cardiaques, pulmonaires, rénales, hépatiques ou neurologiques. Dans les situations les plus graves, cette ou ces défaillances d'organes peuvent nécessiter une assistance ou une suppléance par des machines et des drogues. Pendant son séjour en réanimation, les paramètres vitaux du patient sont surveillés en permanence par l'intermédiaire d'un moniteur appelé scope qui enregistre sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, la saturation du sang en oxygène par l'intermédiaire de capteurs externes qui sont des électrodes cutanées, un brassard tensionnel, un capteur digital ou auriculaire. Ces paramètres s'affichent sur le moniteur situé dans la chambre avec un report sur un moniteur central. D'autres paramètres, en fonction du contexte clinique et de la gravité, peuvent être enregistrés par des capteurs internes de type cathéter intraveineux, intracardiaque, fibre optique ou électrode sous-cutanée. Toute modification importante d'un paramètre déclenche une alarme permettant d'alerter l'équipe soignante. Les thérapeutiques mises en œuvre nécessitent la mise en place, de première intention, de perfusions sur des veines des avant-bras ou superficielles du cou, dites veines périphériques. Quand le réseau veineux périphérique n'est pas utilisable, on a recours à des cathéters dits centraux, dispositifs insérés dans des gros vaisseaux sous asepsie chirurgicale, permettant l'administration de grandes quantités de liquide ou de médicaments. Le maintien d'une pression artérielle satisfaisante est un élément primordial de la guérison du malade de réanimation. En effet, un état hémodynamique stable est nécessaire pour maintenir une perfusion et une oxygénation des tissus et organes des patients. Cette stabilité est obtenue par le remplissage vasculaire et fréquemment par l'injection de médicaments dits vasoactifs, comme par exemple l'adrénaline. Cette thérapeutique est administrée en continu par des pousse-seringues électriques dont le débit est parfaitement régulé. D'autres drogues sont souvent administrées par cette technique, comme l'insuline pour le contrôle de la glycémie, les médicaments sédatifs, les antalgiques dérivés de la morphine et les antibiotiques. Si la fonction pulmonaire est altérée, le patient peut nécessiter la mise en place d'une assistance respiratoire. Cette procédure est dite non invasive lorsqu'elle est réalisée par le positionnement sur le nez ou sur la face d'un masque au contact étroit du visage, relié à un respirateur. Cette technique, nécessitant une bonne coopération du patient, autorise une assistance intermittente, mais aussi la conservation de la parole et de l'alimentation orale. Dans les situations contre-indiquant la mise en place ou la poursuite de la ventilation non invasive, on a recours à la ventilation dite invasive, sur sonde d'intubation. Dans ce cas, il s'agit d'un tube introduit par la bouche ou le nez jusque dans la trachée. Cette sonde, comme pour le masque, est reliée à un respirateur artificiel, permettant la suppléance de la respiration momentanément défaillante. Le passage de ce matériel entre les cordes vocales, et ce jusqu'à son ablation, rend l'usage de la parole et l'alimentation par la bouche impossible. En cas d'assistance respiratoire par intubation, et en l'absence de contre-indication, le patient est nourri par l'intermédiaire d'une sonde gastrique, tubulure introduite par le nez et dont l'extrémité est positionnée au niveau de l'estomac. Si ce mode d'alimentation est impossible, par exemple en cas de chirurgie digestive récente,
L'alimentation se fera alors par voie veineuse. Les besoins nutritionnels et en eau du patient sont assurés par des liquides dont la composition est adaptée quotidiennement en fonction des résultats biologiques, de la variation du poids relevé chaque jour et du volume des urines. Une sonde urinaire permet de surveiller la qualité et la quantité des urines, reflet de l'état de perfusion des organes vitaux de l'organisme et du fonctionnement des reins qui fabriquent l'urine. En cas d'insuffisance de la fonction rénale, il peut être nécessaire d'avoir recours à des séances de reins artificiels, appelées dialyses, qui permettent de suppléer à la fonction d'épuration des reins défaillants. Ces séances peuvent être continues ou discontinues. Le patient en réanimation va bénéficier de soins de nursing fréquents, surtout s'il existe un trouble de conscience, qu'il soit dû à la maladie justifiant la réanimation ou à un coma artificiel médicamenteux instauré par l'équipe médicale. Ce nursing a un but de prévention des lésions cutanées induites par l'immobilité au lit, ou escarres, pouvant toucher fesses, dos, épaules, coudes, talons ou la partie postérieure de la tête. Cette prévention comprend, outre les soins d'hygiène et les massages répétés par le personnel paramédical, une mobilisation dans le lit ou posture modifiée plusieurs fois par jour. On positionnera alternativement le patient sur le côté droit ou décubitus latéral droit, sur le dos ou décubitus dorsal, sur le côté gauche ou décubitus latéral gauche. Cette mobilisation peut également avoir un rôle dans l'assistance respiratoire pour drainer les sécrétions bronchopulmonaires, avec parfois la mise en position sur le ventre ou décubitus ventral. L'utilisation de lits multiposition à télécommande électrique, avec matelas anti-escarre et au mieux matelas à air, permet d'éviter la mise en posture tout en assurant une bonne prévention des lésions de décubitus. Ces lits coûteux peuvent en outre intégrer un système de pesée automatique, diminuant encore plus la mobilisation manuelle des malades. Des mesures d'hygiène très strictes sont nécessaires auprès de ces patients, dont l'état des défenses immunitaires est souvent particulièrement fragilisé, imposant au personnel médical et paramédical, mais aussi aux visiteurs, le port de masques, de gants, voire de casaques lors de la pénétration dans les chambres. La fréquence des soins pour les patients de réanimation impose en général des horaires de visite limités dans le temps, variables selon les services entre 2 et 4 heures par jour, le plus souvent l'après-midi. Actuellement, une réflexion sur l'élargissement des horaires de visite fait l'objet d'études dans certains services. L'hospitalisation d'un patient dans ce type d'unité a montré dans une étude française qu'elle était génératrice de stress et de dépression pour certains membres de la famille. La communication et l'information sont des éléments majeurs du support psychologique aux proches. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe médicale et paramédicale, présente 24 heures sur 24 pour assurer la surveillance et les suppléances continues des fonctions vitales, pour faire un point régulier sur l'état de santé du patient. Néanmoins, il est souhaitable qu'une personne référente soit désignée par les plus proches, chargée de transmettre les éléments informatifs reçus à l'ensemble des membres de l'environnement familial, afin d'éviter la répétition des sollicitations d'informations de la part des différents visiteurs. Les données recueillies au cours de l'hospitalisation des patients, qu'elles soient cliniques, biologiques, d'imagerie médicale telles que radiographie, scanner, IRM, peuvent être utilisées pour des études thérapeutiques et des publications scientifiques de façon strictement anonyme. En conclusion, même si de prime abord, la présentation d'une unité de réanimation frappe par son aspect très technique, il faut savoir qu'en dehors de la priorité qu'est la guérison des patients, l'éthique, le respect de l'être humain,
la relation avec le malade par la parole et le toucher, même et surtout chez le sujet inconscient, sont des éléments incontournables de la prise en charge par les équipes paramédicales et médicales.